Alors, là, une petite vidéo qui va reprendre ce que j'ai fait avec les premières années, pas plus tard qu'hier, après-midi. Je vais reprendre chaque point pour que vous puissiez travailler sur le petit logiciel que j'ai produit. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est l'utilisation du logiciel. Alors, ce logiciel, c'est en fait un petit programme écrit en Python. Pour aller chercher ce petit programme en Python et surtout pour le faire tourner, il va falloir que vous ayez un interpréteur Python. Alors pourquoi faut-il un interpréteur Python? Tout simplement, Python n'est pas un langage compilé, c'est un langage interprété, comme le BASIC par exemple, historiquement. Donc vous allez sur votre recherche internet et vous tapez mu Python, hop là, ou mu Python download, et là vous allez trouver, voilà, ici il y a le logo de Python, voilà, mu editor ou code with mu, c'est pareil je pense. Voilà, l'un ou l'autre, a priori, devrait vous permettre de faire un download de mu editor. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Hop là. Peut-être celui-là, code with mu. Voilà. Et là, vous allez télécharger le 32 bits ou le 64 bits et vous l'installez euh, sur votre ordinateur. Ah bah, je découvre qu'il y a un portable mu. Tiens, ça c'est encore mieux. Faut que je regarde. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous retrouver avec une icône Python sur votre ordinateur quelque part. Alors, chez moi, elle se trouve tout simplement là où j'ai mis tous les langages. Pardon. Ici, où j'ai un certain nombre de langages que j'utilise. Ici, hop là, vous avez mu. Vous cliquez dessus et vous obtenez du coup cette fenêtre. Lorsque vous avez cette fenêtre, méfiez-vous, vous n'êtes pas forcément dans le mode qui nous intéresse. Il y a 4 modes possibles. Le mode Adafruit, donc c'est pour certains produits, voilà. Le mode BBC, microbit, ça je m'en sers avec les secondes, puisque ça me permet de programmer des petites cartes Python. Pygam 0, donc c'est pour produire des jeux avec Pygam. Pygam étant une bibliothèque que j'utilise par ailleurs, mais moi j'utilise Python 3. Voilà, donc Python 3 standard, mais j'utilise effectivement Pygam. Voilà, donc je fais OK. Voilà, donc là, j'ai l'interface. Ensuite, il va falloir que vous fassiez charger pour charger tout simplement le programme que je vous ai donné. Donc ça veut dire qu'il faut que vous alliez sur le site du lycée, voilà, et puis vous allez récupérer un truc qui s'appelle simulpid.py. Vous n'aurez pas forcément cette icône hein, à côté, cette icône c'est parce que j'ai encore un autre interpréteur qui m'a imposé du coup cette icône à chaque fois qu'il voit un .py dans le système. Voilà. Donc vous ouvrez ce programme et vous avez du coup un programme qui apparaît, voilà, qui s'appelle maintenant SimulPID, c'est moi l'auteur. Alors il n'a pas été. En fait ce programme c'est une modification d'un programme que j'avais fait pour travailler sur ma maquette. Mais comme la maquette fonctionne plus, je me suis dit c'est pas grave, on va faire une simulation comme ça tout le monde pourra faire des expériences chez lui. Voilà, je me mets ici parce qu'ici c'est là où il y a le cœur du programme. Alors, l'avantage de ce programme, c'est qu'il va me permettre donc de faire de la simulation de régulation PID. Dans ce programme, quand je le lance, il va se passer un certain nombre de choses, et puis à un moment donné, je vais arrêter le programme. Vous verrez que pour l'arrêter, il y a deux solutions. Soit je cliquerai sur la petite croix qu'il y aura à la place de lancer, qui arrêtera le programme, soit il me suffira de fermer la fenêtre du programme. Lorsque le programme s'arrête, il produit, mon programme, il écrit un fichier .csv. Un fichier .csv, ici, vous le voyez, fichier .csv. Il se trouve que moi, j'ai décidé de mettre ce fichier sur le bureau de mon ordinateur. Donc, j'utilise ces deux points user, utilisateur, desktop. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je suis ici sur le bureau de l'ordinateur. Voilà. Je me mets sur n'importe quel répertoire de ce bureau. Le répertoire là actuellement je fais une vidéo, vous voyez j'utilise OBS Studio. Donc là j'ai bureau en quelque sorte et puis vidéo. Si je clique ici,
je vois le vrai chemin de mon bureau. Et il se trouve que chez moi, le vrai chemin, c'est ces deux points anti/users, anti/utilisateur, anti/desktop. C'est pourquoi, dans le programme ici, il y a marqué ces deux points user, utilisateur, desktop. Attention, vous voyez qu'ici, hop là, tac, il y a des anti/, c'est penché en haut à gauche, en bas à droite, alors qu'ici c'est des slash, en haut à droite, en bas à gauche. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là ils ont choisi une notation plus proche de l'Unix. Bon, ça c'est aucune importance. Vous, il va falloir que vous vérifiez, lorsque vous allez lancer le programme, qu'il vous fabrique bien un fichier fichier.csv sur votre bureau. S'il ne le fait pas, parce que par exemple il ne trouve pas le répertoire, et bien à ce moment-là il vous fera un message d'erreur. C'est ce qu'on va faire ici. Et dans desktop, là, j'enlève le P. Hop là, je fais lancer. Le programme va se lancer. Vous allez avoir une fenêtre où vous allez voir des courbes se tracer. Voilà. Voilà. Et quand j'arrête le programme, donc soit en cliquant là, je pourrais aussi choisir de cliquer là, hein, mais bon, on va cliquer ici, c'est fait pour. Tac. Ici, je me retrouve avec un message d'erreur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas réussi. Donc après, il faudra faire. Je sais pas pourquoi il s'arrête pas là. Bon, il va s'arrêter. Donc ici, il ne trouve pas le répertoire qui est là. Voilà, tout simplement parce que desktop, ça n'existe pas. Donc j'arrête le programme, je modifie, je remets le P. Et maintenant, quand je lance le programme, ça va fonctionner. Donc le programme va se lancer, très bien. J'arrête le programme, bing. Voilà, j'ai pas de message d'erreur. Et si je regarde sur mon bureau, il devrait y avoir maintenant un fichier qui s'appelle fichier.csv. Il est là. Si je regarde l'heure, c'est bien l'heure de ce matin. Enfin, voilà, c'est le programme de ce matin. Alors ce fichier.csv, ça fonctionne comment? Le fichier.csv va vous permettre de tracer des courbes, les mêmes courbes que celles que vous avez dans le programme, mais de les tracer dans Excel. Alors comment ça fonctionne? Je clique droit, je vais vous montrer avec différents programmes ce qu'il y a dans un fichier.csv. Alors d'abord, on va utiliser Exedit. Alors Exedit, c'est un programme particulier qui me montre octet par octet ce qu'il y a dans un fichier. Donc Exedit met un peu de temps à se lancer, mais ça vous montre vraiment ce qu'il y a en vrai au cœur du fichier. Là, il n'y a vraiment aucun traitement, c'est brut de fonderie. Donc c'est octet par octet, on va voir ce que l'on trouve dans le fichier. Voilà, alors que trouve-t-on dans ce fichier? Eh bien ce que l'on va trouver dans ce fichier, c'est cet ensemble d'octets. Donc vous voyez que les octets sont classés ici par paquet de 16. Voilà, donc ici c'est une numérotation en hexadécimal, vous voyez qu'ici je passe de 9 à A. Voilà, donc en fait là j'ai les 16 premiers octets, puis les 16 suivants, etc. À chaque fois que j'ai un octet ici, hop là, vous voyez que ça noircit le caractère qui correspond. Donc ça c'est pratique, hein. Donc ici 63 en hexadécimal, c'est le caractère C c'est le caractère C ASCII. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tous les caractères qu'il y a dedans, et puis vous voyez que régulièrement j'ai ici OD, et j'ai ici, enfin 0D, pardon, et ici 0A. Et puis je continue en noir, là, blablabla, et là, de nouveau 0D et 0A. Et à chaque fois, ici, j'ai un point parce que c'est pas quelque chose qui peut imprimer. Voilà. Alors, c'est quoi ces deux caractères? Eh bien, c'est en fait le line feed et le carriage return qui permettent en fait au chariot sur les machines à écrire de retourner à gauche, donc au début de ligne, et puis de sauter une ligne. Donc vous aviez le carriage return qui consistait à changer de ligne, et line feed qui consistait à se mettre au début de la ligne à gauche. Donc ce genre de système me permet de voir exactement ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez que je n'ai que des caractères ASCII, et puis j'ai 0A et 0D, 0A qui permettent de changer de ligne. Donc ça va être beaucoup plus pratique de regarder ce fichier avec non pas ce programme-là, mais un programme quand même un peu plus pratique qui va me l'interpréter un petit peu. Donc on va prendre Notepad. Donc Notepad, vous allez voir les différents caractères. Donc vous allez avoir les différentes lignes. Donc vous voyez ici consigne, température, commande, etc. Et vous voyez ici carriage return et ici line fill. Voilà. Carriage return, line fill, carriage return, line fill, etc. Donc les retours de ligne. Donc comment ça fonctionne? Ben, vous avez consigne 1, température 2, commande 3, E,
ce sera l'erreur 4, I, l'intégrale 5, et D, la dérivée 6. Donc j'ai 6 colonnes, et là j'ai le nom des colonnes. Et après ici, je vais trouver 6 nombres. Donc 0 pour le premier, 17,82 pour le deuxième, 0 pour le troisième, moins 0 ici, moins 0 là, et moins 0 là. Donc vous voyez qu'il y a bien 6 données, une par colonne. Et les séparateurs, ici, j'ai choisi de mettre des points-virgules. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un point-virgule, je passe d'une colonne à la suivante. Voilà comment ça fonctionne. Donc après ce genre de fichier, ce qui est vachement pratique, c'est qu'il me suffit de l'ouvrir avec Excel. Alors moi je n'ai pas Excel, mais avec LibreOffice. Je l'ouvre avec LibreOffice, et à ce moment-là, LibreOffice, comme il voit que c'est un fichier .csv, il va me poser quelques questions pour savoir comment il doit l'interpréter. Parce qu'il se trouve que les fichiers CSV, les colonnes peuvent être soit séparées par des tabulations, mais moi c'est pas mon cas, donc vous voyez qu'ici ça reste sur une seule colonne, soit séparées par des virgules, mais ici j'ai pas choisi ça, pourquoi? Parce que les nombres sont à virgule. Donc il me fallait que la virgule reste dans mon nombre. J'aurais pu mettre un espace, mais j'ai choisi de mettre des points-virgules. Voilà. Donc à chaque fois que j'ai un point-virgule, je change ici de colonne. Et vous voyez ici apparaître un truc qui commence à ressembler furieusement à un tableau Excel. Il me suffit après de faire OK. Et à ce moment-là, vous allez voir une feuille Excel normale avec des données remplies automatiquement, correctement, convenablement, colonne par colonne. Et donc toutes les informations que le logiciel aura mis dans ce fichier, vous allez pouvoir les voir. Hop là. Donc maintenant, vous voyez ici mes différentes colonnes. Donc comme j'ai rien fait de mon fichier, bon, ça me donne ça. Et vous vous souvenez que la température elle baissait au démarrage. Maintenant, je fais insertion, diagramme, je choisis droite, enfin courbe. Donc vous voyez ici le truc qui descend, je choisis ligne, voilà, hop là. Et vous voyez que là, je me retrouve avec le tracé que j'avais au démarrage. Voilà. Donc c'est un système qui est quand même très pratique, très simple et très performant, qui me permet assez facilement comme ça d'aller tracer les courbes que je vais voir dans le logiciel. Donc le logiciel à la fin, il me permet de tracer toutes les courbes que je vais voir dans le logiciel, ce qui va être assez pratique pour la suite. Alors pour obtenir ça, je reviens sur le programme, il faut évidemment que votre fichier se mette au bon endroit. Comme vous l'avez vu, si votre fichier n'est pas au bon endroit, vous avez un message d'erreur. Donc moi, l'endroit dans lequel il fallait que je le mette, c'était ici, parce que je voulais le mettre sur le bureau. Vous pouvez le mettre en réalité n'importe où, mais je vous montre bien un truc, c'est qu'il faut que vous ayez le vrai nom dans votre arborescence. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on se croit sur bureau prof, et en réalité, pas du tout. On est sur user, utilisateur, desktop, prof. Il faut que vous mettiez ce chemin-là pour que ça fonctionne. Donc si par exemple je décide de mettre dans prof, je fais CTRL-C ici, hop là, je vais dans mon truc, CTRL-V, voilà. Il n'y a plus que ces trucs-là, les anti-slash, il faut les transformer en slash. Donc là, par exemple, si je les mets dans prof, hop là, je les mets dans slash. Et puis après, vous mettez le nom de votre fichier. Alors si vous voulez changer de nom de fichier, je sais pas, on va appeler ça toto.csv, voilà, guillemets, voilà. Et ça, ce sera le nouveau nom de mon fichier. Ok? Donc je vais sauvegarder, hein, donc ça, hop là, je le prends, CTRL-C, hop là, je le mets en commentaire, CTRL-V, et puis je vais choisir de prendre ça comme destination. CTRL-C, CTRL-V, et bien maintenant mon fichier va s'appeler toto.csv. Je lance le programme et il sera dans prof. Donc je lance le programme. Ah, j'ai un petit problème. Il a un problème en ligne 559. Oui, parce que j'ai laissé ici. Donc ça c'est idiot de ma part. Hop là. Je relance. Voilà. Donc là le programme a l'air de se lancer convenablement. On va changer un truc quand même. On va mettre une commande. On va forcer la commande histoire qu'il se passe un truc. Voilà. D'accord. Voilà. Donc vous voyez la gueule des courbes. L'allure qu'elles ont. Voilà. L'autre elle remonte. Voilà. La température ici elle remonte. J'arrête le programme. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, donc il n'y a pas eu d'erreur, je vais dans prof, et là je cherche, et je tombe sur ce toto.csv. Je clique droit,
j'ouvre avec LibreOffice. Il a conservé que c'était le point virgule qui séparait les colonnes. Je fais OK. J'insère, alors je me mets là, pardon. Hop là. J'insère des courbes. Voilà, des lignes. OK. Et vous voyez, vous reconnaissez ici la température et ici la commande. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc il faut bien que vous veilliez à ce que votre système fonctionne convenablement. Il faut que vous mettiez ici le bon répertoire. Alors vous faites comme vous le sentez, hein, mais moi là je reviens à mon fichier que j'avais prévu de mettre, c'est-à-dire sur le bureau user, utilisateur, desktop, fichier.csv, c'est ça le chemin chez moi. Voilà, donc ça y est, j'ai remis le truc normal, c'est bien ici que je trouve mon fichier. Et là, je supprime celui-là qui était juste pour la démonstration. Hop là. Voilà. Voilà donc pour l'utilisation du programme. Fonctionnement du PID. Donc je vais reprendre maintenant la présentation que je vous avais faite l'autre jour, et puis je vais la compléter, puisqu'on va voir que dans le PID, il n'y a pas que le proportionnel, il y a aussi l'intégrale et la dérivée. Alors, d'abord, je rappelle, on fait une mesure sur un système, donc nous c'est un système qui gère une température, on a une consigne, donc par exemple on veut 22 degrés, et puis on va obtenir une erreur. Donc je rappelle que l'erreur se calcule toujours lorsqu'on est en positif, et on va y revenir, mesure moins consigne. Ça veut dire, consigne par moins mesure, excusez-moi, décidément. Donc ça veut dire que si je mesure par exemple ici sur ce pic là 22 degrés et que je demande 20 degrés, eh bien c'est ce point là. Donc je demande 22 degrés, j'obtiens 20 degrés, et le problème qu'il y a, c'est que comme je vais faire l'inversion, eh bien cette courbe, la consigne moins la mesure, va me donner à cet endroit-là une valeur négative. Donc il va falloir que je retourne ma courbe. Ça veut dire quoi? Que j'ai ici l'erreur et non plus la température, d'accord? J'ai l'erreur par rapport à ma consigne. Lorsque je suis au-dessus de cette courbe, ça veut dire que ma température est plus faible que ma consigne. Quand je suis en dessous de cette courbe, ça veut dire que ma température est plus élevée que ma consigne. C'est important. Ça veut dire pratiquement que lorsque je suis au-dessus, je m'attends plutôt au-dessus quand la courbe est au-dessus, je m'attends plutôt à chauffer, et quand la courbe est en dessous, je m'attends plutôt à ne pas chauffer. Voilà. On continue. Donc maintenant, la correction proportionnelle, comme je vous l'avais indiqué, si je mesure par exemple 17 degrés et que je demande 20 degrés, je vais avoir une erreur de 3 degrés. Je vais multiplier ce 3 degrés par un rapport, par un KP, et je vais obtenir ma commande. Donc si KP vaut 10, et bien là j'aurai 30, tout bêtement. Le coup d'après, je vais de nouveau mesurer ma température. Admettons que je tienne 18 degrés au lieu de 20 degrés, j'ai donc un écart de 2 degrés, et bien je ferai 2 fois les 10 que valent, qui représentent KP, et j'enverrai une commande à 20. Ici j'ai une erreur de 1 degré, donc j'enverrai KP tout simplement, donc 10. Ici j'ai 0,5, donc je verrai la moitié de KP, donc 5. Et ici, puisque je suis sans aucune erreur, je coupe le chauffage. C'est-à-dire qu'en fait, KP fois 0, ça va me faire KP. Ici, attention, la valeur peut être négative. C'est-à-dire que si mon erreur ici est de moins 1 degré, ça veut dire qu'en fait il fait 21 degrés alors que je demande 20 degrés, alors je fais KP fois moins 1, ce qui va me faire ici moins 10, si KP vaut 10. Et là, attention, il faut bien que vous compreniez que la commande, elle démarre à 0. Ça veut dire que si je n'ai qu'une correction proportionnelle, dans ce genre de cas, eh bien j'envoie une commande à 0. J'ai coupé le chauffage, ce qui est quand même pas chauffant. Ici, pareil, mais sauf que j'aurai moins 20. Ici, moins 15, moins 10. Ici 0, de la même façon que tout à l'heure. Et là, comme ma température devient plus faible que ma consigne, eh bien, je relancerai a priori le chauffage avec la correction proportionnelle. Donc ici, KP fois 1, fois 1,5, fois 2, fois 1,5, fois 1. Voilà comment cela fonctionne. Alors, une première petite remarque, l'unité. On est bien d'accord qu'ici, je mesure l'erreur. C'est-à-dire que je mesure des degrés Celsius pour ma mesure, et je compare ça au degré Celsius de ma consigne. Je fais donc une différence de degrés Celsius. Et quand on fait une différence de degrés Celsius, on obtient des degrés, mais on dit des degrés Kelvin.
Voilà. Donc là, j'ai des degrés. J'ai une mesure. Donc on va appeler ça M parce que ça pourrait être aussi une position d'un moteur, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est une mesure M. Qu'est-ce que je veux au final que Kp fois cette erreur me donne? Eh bien, je veux que ça me donne quelque chose qui soit dans l'unité de ma commande. L'unité de ma commande, la plupart du temps, on va dire que c'est des joules. C'est-à-dire que je veux chauffer, par exemple, quelque chose. Mais c'est pareil un peu en mécanique. En mécanique, lorsque je fais un système de frein, par exemple, avec un PID, c'est une mécanique que je gère, ben, je vais lui donner, je vais perdre de l'énergie, par exemple. Donc, en tout cas, c'est l'unité de ma commande. Comme je veux donc cette unité de la commande, quelle va devoir être l'unité de Kp? Eh bien, il est très naturel de voir que l'unité de Kp, ce sera l'unité de la commande divisée par l'unité de la mesure. Pourquoi? Parce qu'en mesurant, en multipliant ça par la mesure, ben vous voyez bien que le M va pouvoir s'éliminer. Ici j'ai M en bas, ici j'ai M en haut, et du coup, ben, il n'y a plus l'unité M. Et donc on obtient bien l'unité de la commande. Alors j'insiste un peu sur ce point-là parce que vous allez voir que ça va expliquer bien des choses sur l'intégrale et la dérivée. Ici déjà, on voit une chose, c'est que lorsque vous allez faire le travail que je vais vous demander par la suite, vous allez calculer K0, qui va vous donner après Kp, et pour calculer K0, eh bien vous prendrez la commande que vous enverrez et vous diviserez par le nombre de degrés que vous fait gagner cette commande. Donc on voit bien l'unité qu'on a. Il se trouve que multiplierait tout ça par un rapport de temps qui n'a donc pas d'unité. Ensuite, on va maintenant s'intéresser à KI. Alors KI, c'est quoi? KI, c'est l'intégrale. Qu'est-ce que c'est qu'une intégrale? Une intégrale, c'est une surface. C'est la surface qui sépare ma courbe de l'axe horizontal. Donc vous voyez qu'ici, j'ai que des valeurs positives, et donc j'ai une surface ici, évidemment, positive. Donc je vais avoir ici 2,5 carreaux. Vous voyez que KI, je ne le multiplie pas par 2,5. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que KI, c'est l'intégrale, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la surface de l'instant T où j'ai mesuré, mais la surface depuis le début. Donc ça veut dire qu'au début, ça valait 10 par exemple. C'est un exemple tout à fait chiffré gratuit, mais j'ai dit que j'avais à 10. Puisque je rajoute 2,5, je passe à 12,5. Le coup d'après, vous voyez que là j'ai un carreau et demi, toujours une surface, hein, je rajoute à 12,5, ça me fait 14. Donc KI, qui a une certaine valeur, je vais le multiplier par 14. Et puis je continue comme ça, 0,75, un quart, là je fais KI fois 15. Donc là j'ai que des valeurs a priori positives hein, pour KI, dans mon exemple. KI fois mes exemples feront toujours un nombre positif. Mais jusqu'ici ça a toujours grandi. Maintenant regardez bien, je suis en dessous de la courbe. C'est-à-dire que je considère que cette surface, elle est négative. Donc là, j'ai la moitié d'un carreau, donc moins 0,5, je passe à 14,5. Ici, j'ai moins 1,5, donc je passe à 13. Et donc, je fais toujours KI fois mon intégrale. Et puis, ben, je continue comme ça. Donc, vous voyez que lorsque je suis en dessous de la courbe, l'intégrale, sa valeur diminue. Hop là. Lorsque je repasse au-dessus, donc là, je suis à 9,5, eh bien, l'intégrale va de nouveau augmenter. Je repasse à 10. Donc, vous voyez qu'ici, l'intégrale augmente. Alors, comment va se calculer cette intégrale? Alors, on pourrait la calculer comme ça, c'est-à-dire dire, on va être propre, on prend la valeur de la mesure que l'on a à l'instant T, on a mémorisé la valeur précédente, on fait la somme des deux, on divise par deux, et on multiplie l'ensemble par le delta T, delta en temps, qu'il y a entre nos deux mesures. Voilà. Donc, ça, c'est la façon très bien, très propre de faire le travail. Évidemment, une fois que ça c'est fait, il va falloir rajouter ce résultat à la somme de tout ce qui précédait. C'est pour ça que j'étais parti à 10, moi, donc j'avais à chaque fois, je cumule toujours sur la somme des erreurs. Alors, petite remarque là-dessus, je fais Escape, et je vais vous montrer dans le programme où ça se trouve. Ça se trouve ici. Voilà. Erreur, c'est consigne moins mesure. Alors la mesure lycée parce que j'avais un problème avec mon système. Et vous voyez que somme erreur, c'est égal à somme erreur, donc c'est le vert hein, foncé, plus erreur fois le delta t, le delta du temps. Voilà. Donc vous voyez ici qu'à chaque fois, je rajoute la petite surface à ma grosse surface. Ça me donne une petite surface.
et que je rajoute à quoi? Eh ben, à ma grosse surface vert foncé. Ça marche? Voilà. Donc je repars d'ici, hop là. Alors, dans les faits, vous avez vu que dans le programme, j'ai pas fait l'erreur plus l'erreur précédente divisé par 2 fois le delta t. J'ai pris juste mon erreur fois delta t. Pourquoi? Parce que je fais comme font tous les informaticiens, on fait vite. On considère que vu qu'on va très rapidement, eh bien, si je me contente de faire la somme des rectangles qui est là, c'est vrai, j'introduis un peu une erreur, mais c'est pas colossal, rien de notable, rien de gênant. Voilà, donc dans les faits, c'est plutôt des rectangles comme ça que l'on fait. Donc vous voyez que de temps en temps, on peut dire qu'il manque quelque chose, mais de toute façon, de temps en temps, on en a un peu trop, donc l'un compensera l'autre. Voilà, rien de bien grave. Vous voyez qu'ici, j'ai un peu surévalué, ici, j'ai un peu sous-évalué, donc l'un dans l'autre, il n'y a pas d'erreur finale. Voilà, donc je me contente de faire des gros rectangles comme ça, c'est moins joli, mais bon, c'est ce que l'on fait en pratique. Voilà. Et donc, vous allez voir qu'au final, tout à l'heure, j'avais 16, et là, j'arrive à 15. Donc, vous voyez que ça ne m'introduit pas une erreur colossale. C'est pas le problème. Voilà, donc, voilà comment se fait le travail. Alors maintenant, les unités de cahier. Alors ça, c'est très important. Jusqu'ici, vous voyez que j'ai considéré que ma fréquence d'échantillonnage était toujours constante. Mais dans les faits, elle ne l'est pas forcément. Vous voyez que dans la première mesure ici, j'avais un tout petit delta t, et j'avais 2 carreaux. Dans la deuxième, j'ai un delta t plus long. Pour une raison obscure, mon système a été plus long. Et vous voyez que j'ai un delta t bien plus long. Là, ça veut dire que pour moi, j'ai un demi-carreau ici, un demi-carreau ici, ça me fait bien un carreau au total. Ici, vous voyez que ça me fait moins 2 carreaux. Pourquoi? Parce que là, de nouveau, j'ai mesuré l'ancienne mesure ici, la nouvelle là, et du coup, je me retrouve avec cette surface-là. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au final, je calcule donc une surface. Cette surface, quelle unité va-t-elle avoir? Eh bien, verticalement, je me retrouve avec une mesure, c'est-à-dire l'unité c'est m, et chez moi ici c'est des degrés Kelvin. Et puis horizontalement, je me retrouve avec le temps, et je fais le produit des deux. Donc, l'unité que je vais avoir, c'est un delta mesure multiplié par un delta t. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que ça, c'est l'unité que j'ai ici, sur l'intégrale de mon erreur. Ça veut dire que mon intégrale, elle n'a pas pour unité la mesure, elle a pour unité la mesure fois le temps. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque je vais multiplier ce truc-là par KI, moi, il va falloir que j'obtienne l'unité de ma commande. Ça veut dire que KI va avoir quoi comme unité? Eh bien, KI va avoir pour unité la commande divisée par la mesure, donc ici des degrés Kelvin, fois le temps. Voilà, on y reviendra à la fin de cette présentation. Maintenant, on va s'intéresser à KD. Alors KD, c'est quoi? Alors KD, ici, je ne peux pas dire la valeur. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le point qui précédait ici. Je ne le connais pas. Donc c'est pas grave. Ici, par contre, lorsque je suis là, je peux dire je suis ici et je suis parti de là. Donc je vois une chose, je vois que la température est en train de monter. Donc je me retrouve avec une valeur moins négative, et donc KD fois moins 1. En fait, dès que la température monte, la dérivée elle a tendance à freiner le chauffage, histoire de qu'elle ne monte pas trop haut. Ici, je me retrouve avec moins 1. Ici, vous voyez que je descends, mais moins vite. Donc, je me retrouve avec une pente différente, plus faible. Donc, moins 0,5, enfin plus proche de 0. Ici, moins 0,5. Ici, moins 1, moins 1. Ici, la température diminue. Et du coup, la dérivée a tendance à dire, alors qu'on a déjà une température suffisante, elle a tendance à dire, oui, la température est suffisante, mais elle est en train de baisser. Il va peut-être falloir remettre le chauffage. C'est ça que fait la dérivée. Et puis, de nouveau 0,5, ici 1, 1. Donc, elle continue à demander le chauffage. 0,5, elle le demande mais un peu moins. 0,5, elle le demande mais un peu moins. Et là, vous voyez que, alors qu'on est à 18 degrés, par exemple, et qu'on veut une consigne à 20 degrés, eh bien, arrivé ici, elle considère qu'elle n'est toujours pas à température, mais qu'il va peut-être falloir commencer à freiner parce qu'on se rapproche de la température. Elle anticipe le fait qu'on risque de la dépasser. Voilà ce que fait la dérivée. Alors, je reviens sur la dérivée concernant maintenant les unités.
l'unité de la dérivée, ça va être quoi? Comment ça se calcule? Comment vous calculez une pente d'une droite? Eh bien, la pente de la droite dans y égale ax plus b, c'est a, et a, c'est delta y sur delta x. Ici, le y, c'est le temps, et le x, c'est la mesure. Donc, vous allez avoir ici, le y, c'est la mesure, delta y, donc ici, c'est delta m, divisé par le delta temps, qui est là, delta t, qui est là, qui est le delta y, delta x. Donc l'unité, ça va être quoi? Ça va être l'unité de mesure, m, divisée cette fois-ci par le temps. Quel est mon problème? Mon problème, c'est qu'en multipliant ce truc-là par kd, moi, il faut que j'obtienne l'unité de ma commande. Si je veux l'unité de ma commande, je n'ai plus le choix. Nécessairement, il va falloir que j'ai comme unité de kd, il va falloir commande multiplié par t, le tout sur m. Donc si ce truc-là, je le multiplie par m sur t, vous voyez bien que le m ici va s'éliminer, puisqu'ici il est en bas, en haut, ici il est en bas, et le t va s'éliminer, parce qu'ici il est en bas, alors qu'ici il est en haut. Donc il va me falloir ça comme unité de kd. On continue. Maintenant, la correction PID en elle-même, ça consiste en quoi? Eh bien, à chaque instant, je vais faire les trois corrections. Je vais faire ma correction d'erreur, je vais faire ma correction d'intégration, et je vais faire ma correction de dérivée. Vous voyez qu'ici, j'ai une erreur qui me demande de mettre le chauffage, j'ai une intégration qui augmente, alors je ne sais pas si elle est positive ou négative, je ne peux pas dire ça, j'en sais rien, mais je peux dire qu'elle augmente. Et puis, j'ai une dérivée qui me dit qu'il faut plutôt freiner. Donc vous voyez qu'il va y avoir une sorte de négociation entre quelqu'un qui veut chauffer et quelqu'un qui ne veut pas chauffer. Quelqu'un qui veut qu'on arrête le chauffage. Et puis à chaque fois, je vais avoir ce genre de comportement où tout le monde n'est pas forcément du même avis. Vous voyez qu'ici, par exemple, eh bien, comme j'ai pas d'erreur, eh bien, la correction, le proportionnel, lui, il me dit d'arrêter de chauffer. Lui, il me dit d'arrêter de chauffer aussi. Par contre, je ne sais pas si l'intégration, si elle est encore positive, peut-être qu'il faut encore chauffer. Je ne sais pas. Ici, vous voyez que l'erreur me dit d'arrêter de chauffer et la dérivée aussi. Par contre, c'est plus le cas ici. Si j'arrive ici, vous voyez que l'erreur me dit d'arrêter de chauffer, l'intégrale, elle diminue. Alors si elle est encore positive, elle continue à vouloir chauffer, hein, ça, je ne peux pas répondre. Et par contre, la dérivée, elle me dit qu'il faut chauffer. Donc vous voyez que là et là, ils ne sont pas d'accord, pas plus que là et là, ils n'étaient d'accord. Donc vous voyez qu'il va y avoir une sorte de négociation entre les différents systèmes. Donc là, j'ai le même comportement. Ici, vous voyez que l'erreur me dit de rien faire. Par contre, la dérivée me dit de chauffer, et l'intégrale reste constante. Et arrivé ici, vous voyez que, par contre, ça y est, ils sont d'accord tous les deux, et tous les deux veulent chauffer. Pourquoi? Parce que j'ai une erreur qui est apparue. Pourquoi? Parce que ma température a diminué. Voilà. Et arrivé ici, hop, je repars dans le système où la dérivée me dit d'arrêter de chauffer. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de négociation entre les trois paramètres. Au niveau du bilan, on peut dire que si je reprends ma courbe, je peux avoir au niveau de mon erreur. Ici, à chaque fois, j'ai une erreur qui est positive. Ici, elle est nulle, donc je ne demande rien. Ici, mon erreur est négative, donc ça demande ici à descendre le chauffage. De nouveau, ici, mon erreur est positive, donc vous voyez que ça me demande de monter le chauffage. Donc, quand les droites sont parallèles vers le haut, 45 degrés vers le haut, c'est je demande le chauffage. Quand c'est vers le bas, ça demande la diminution, l'arrêt du chauffage. Donc vous voyez qu'ici, j'ai les valeurs. Ça, c'est pour l'erreur. L'autre endroit où on peut donner des valeurs précises, c'est concernant la dérivée. Vous voyez qu'ici, tant que ma courbe, elle descend, jusque là, eh bien, alors, ici, elle a été descendue, donc vous avez une sorte d'effet de retard. C'est-à-dire, ici, j'ai mesuré que ça avait descendu, donc tout ce laps de temps-là, je fais descendre ma température. Je veux couper le chauffage. Donc voilà ce que dit ma dérivée ici. Ici, ça commence à monter, hop là, et ici, ça se remet à diminuer. Donc là, je peux répondre en regardant la courbe concernant l'erreur et concernant la dérivée. Par contre,
Concernant l'intégrale, je ne peux pas dire que ça demande le chauffage ou que ça demande la coupure du chauffage. Par contre, ce que je peux dire, c'est si l'intégrale augmente ou si l'intégrale diminue. Donc ici, l'intégrale augmente, ici, elle reste stable, et ici, l'intégrale diminue. Par contre, je ne peux pas dire là si ça demandera du chauffage ou pas, puisque ça sera fonction du signe de l'intégrale. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'il va y avoir une négociation entre ces différents paramètres. Alors si je réfléchis un tout petit peu, je peux quand même vous signaler qu'il y a quand même des endroits assez importants. Lorsque ma droite est sur ma consigne, je sais que l'erreur est nulle. Donc je sais déjà que je ne demanderai pas de chauffage avec l'erreur. Si de surcroît, le coup d'après, je reste sur ma ligne, ça veut dire que ma dérivée va être plate. Donc elle va être nulle aussi. Donc ça veut dire que ma dérivée ne demandera pas de chauffage. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand ma température est à ma consigne, et quand elle est stable à ma consigne, ce n'est ni l'erreur, ni la dérivée qui peut maintenir le chauffage. Il ne restera donc plus que l'intégrale pour le faire. Alors maintenant, un peu de mathématiques. Donc on est d'accord, ma commande sera égale à Kp fois l'erreur, plus Ki fois l'intégrale, plus Kd fois les dérivés de l'erreur. Si je regarde, l'erreur, on a expliqué que c'était comme unité la mesure, donc Kp doit avoir la commande divisée par la mesure. Vous voyez bien qu'ici, les mesures s'annulent, donc j'obtiens bien une commande ici en unité de commande. Si je regarde maintenant ici mon intégrale, vous voyez que j'obtiens ici comme unité la mesure fois le temps. Ça veut dire qu'il va me falloir comme unité pour KI, commande multipliée par, divisée par la mesure fois le temps. Pourquoi? Vous voyez bien que MT ici est en bas, MT ici est en haut. Conclusion, je me retrouve bien avec la bonne unité à la fin. Enfin, concernant KD, j'ai, concernant KD, la mesure divisée par le temps. Ce qui veut dire qu'il me faut au niveau de l'unité de KD, eh bien, l'unité de la commande fois le temps sur l'unité de ma mesure. Pourquoi? Vous voyez bien qu'ici, M est en haut, ici il est en bas, il va s'éliminer. T est en bas ici, T est en haut ici. En faisant le rapport, ça s'éliminera. Et vous voyez bien que du coup, j'obtiens bien la commande. Alors regardez bien, j'ai mis ici C et M en rouge parce que c'est l'unité de Kp. J'ai mis ici en rouge également et je l'ai mis ici en rouge également. Tout ça pour vous montrer quoi? Que en fait, Ki, ça va être Kp divisé par un temps. Ici, Kd, ça va être Kp multiplié par un temps. C'est pourquoi on parle de deux valeurs. On parle de... Donc on a Kp en rouge, et on va le diviser en fait ici par TI. Alors pourquoi TI? Parce que c'est le temps d'intégration. C'est comme ça que ça s'appelle. KI, ce sera égal à Kp divisé par TI. Alors j'ai une remarque à faire là-dessus. Cette remarque est celle-ci. On peut penser, quand on ne s'est pas penché sur le problème suffisamment, que le temps d'intégration, c'est le temps pendant lequel je vais intégrer mon signal. En fait, pas du tout. Mon signal, je l'intègre tout le temps, et simplement, TI, le temps d'intégration, c'est le temps par lequel je dois diviser Kp pour obtenir Ki. Mais ça n'a aucun rapport avec la durée pendant laquelle je vais faire l'intégration dans le passé. Il n'y a pas de lien, quoi. Ça n'existe pas cette affaire. Mais simplement, le terme est trompeur. Enfin, concernant Kd, vous voyez bien qu'ici, je vais multiplier par le temps en bleu là. Eh bien, ce temps, ça s'appelle le temps de dérivation. De la même façon, ça ne signifie pas que je veux dériver entre deux points dont le temps serait donné par Td. Absolument pas. Simplement, Kd sera égal à Kp multiplié par ce temps dit de dérivation. Donc attention au langage, temps d'intégration, temps de dérivation, c'est pas lié à la façon dont vous avez calculé l'intégration, ou c'est pas lié non plus ici, à la façon par laquelle vous allez calculer la dérivée. Aucun lien. C'est juste des valeurs par lesquelles vous divisez ou vous multipliez Kp pour obtenir Ki et Kd. Donc une fois que j'ai ça, une fois que j'ai compris que Ki c'était Kp sur Ti et que Kd c'était Kp sur Td, eh bien je peux le mettre dans ma formule. Donc vous voyez que Ki je l'ai transformé par Kp sur Ti et Kd je l'ai transformé par Kp fois Td.
Maintenant, ça, je vais le changer. Hop là, je l'ai mis à côté, j'ai mis 1 sur TI. Et donc, vous voyez que j'ai capé ici, que j'ai capé ici, que j'ai capé ici. Donc, pour moi, c'est un facteur commun. Et puis, je vais obtenir cette formule-là. J'ai capé devant. Ici, j'ai plus besoin de caper, puisqu'il est devant. Ici, j'ai plus besoin de caper parce qu'il est devant. Et voici donc la formule que l'on vous donne des fois. Vous avez capé multiplié par l'erreur à chaque instant, auquel vous rajoutez 1 sur TI intégrale de l'erreur, auquel vous rajoutez TD, dérivé de l'erreur, à chaque instant, à chaque fois. Alors, petit détour par le programme. Dans le programme tout à l'heure, je vous ai montré ici que vous aviez la dérivée, donc la somme des erreurs, c'était la somme des erreurs plus la nouvelle erreur, la nouvelle petite surface. Et là, je vous montre que la variation erreur, qui est chez moi la dérivée, eh bien c'est l'erreur moins l'erreur précédente, le tout divisé par delta T. Vous voyez bien ici, une différence de mesure de température, et ici, divisé par du temps. Évidemment, pour que ça marche, il ne faut pas que j'oublie, une fois que j'ai utilisé erreur et erreur précédente, dans erreur précédente, de faire erreur. Ce qui fait que quand je vais revenir dans le programme, eh bien, j'aurai toujours ici l'erreur précédente. Ici, vous voyez que j'ai RP qui est égal à erreur fois KP, RI qui est égal à somme erreur fois KI, RD qui est égal à variation fois KD. Alors, variation lissée, c'est juste que c'est une manip pour lisser mon signal. Mais là, j'en ai pas besoin puisqu'en fait, je ne fais rien du tout. Et enfin, la valeur du PID, ça va être RP plus RI plus RD. Voilà mes trois corrections. Ici, simplement, il faut voir que j'ai un maximum qui est donné à 100. Dernière petite remarque concernant ces points-là. Il se trouve que KP, KI et KD sont obtenus dans mon programme, donc je vous le montre là, par KP, TI et TD, et vous voyez que ça va être tout simplement la division de KP par TI et le produit de KP par TD. Donc pour vous montrer, si je mets ici 2, si je mets TI à 2, eh bien je vais faire 2 sur 2, ça me fait 1. Si je mets TI à 4, ça va faire 2 sur 4, 0,5. Concernant TD, c'est un produit, donc actuellement il vaut 0. Clac, je mets 1, vous voyez que je retrouve avec la valeur de KP. Si je mets 2, ça fait 2 fois 2, 4. Si je mets 3, ça fait 2 fois 3, 6. Voilà, donc là j'ai bien le produit de KP sur TD. Et KI, c'est bien la division de KP sur TI. Voilà. Bien, maintenant, qu'est-ce que vous allez devoir faire sur ce programme? Eh bien, sur ce programme, vous allez devoir faire des expériences. Donc, je vous amène d'abord à faire comme expérience de mettre ici une consigne. Donc, il suffit de tourner sur la roulette, hein. Je vous rappelle. Donc, je mets une consigne à 20 degrés. Et je vais mettre un KP ici de assez faible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une erreur. Et cette erreur, je vais le multiplier par KP. Donc, vous voyez que j'ai 14 degrés. Donc, j'ai une erreur de 13 degrés. Je fais 13 fois 2, ça me fait 24. Et du coup, j'envoie une commande entre 22 et 23 et 24. Et vous allez voir que je vais effectivement chauffer gentiment. Mais en chauffant gentiment ici, qu'est-ce qui m'arrive à un moment donné? Eh bien, ma valeur de chauffage est tellement faible qu'elle ne compense pas les pertes de ma pièce. Et donc, je me retrouve en dessous, toujours en dessous. Donc, on comprend bien que KP à 2, ça ne va pas suffire. Donc, on va le monter. Ah, pardon, ce n'est pas là. Alors, c'est pas ici que vous modifiez KP, hein. C'est ici. Donc, KP, hop là, je l'augmente à 5. Donc, évidemment, j'ai augmenté mon chauffage. Donc, vous voyez que je vais tendre gentiment ici à rejoindre ma consigne. Mais peut-être ne vais-je pas la rejoindre. Pourquoi ne vais-je peut-être pas la rejoindre? Tout simplement parce que lorsque mon erreur ici sera de 4, 4 fois 5 ça fait une vingtaine, et vous voyez qu'autour d'une vingtaine, je ne compense plus la perte de température de la pièce. Bon, c'est pas grave, on va augmenter de nouveau KP. Et donc on va passer à 10. Non, c'est pas là, ici. On va passer KP à 10. Voilà. Si je mets KP à 10, vous voyez de nouveau que ma température se met à monter, mais de la même façon que tout à l'heure, ce qui va m'arriver, c'est qu'arriver ici à une vingtaine de degrés, à une commande autour de 20, eh bien, je ne vais plus compenser de nouveau les pertes de température de ma pièce.
Donc gentiment, là, ça va finir par linéariser, ça sera complètement plat. Alors je ne sais pas exactement à quelle valeur, bon, probablement entre celle-ci et celle-là. Alors petite remarque sur le logiciel, il vous est possible dans ce logiciel de suspendre le temps, de faire pause en quelque sorte, hop là, donc en appuyant sur espace. Et là vous pouvez mesurer les points, donc vous voyez qu'ici je suis à 17 degrés, ici je suis à 16 degrés, donc on peut supposer, enfin 15,8, on peut supposer qu'on va être entre 17 et 15,8 degrés au final en linéarisant. Je peux également remonter en arrière si je veux hein, pour voir les courbes. Voilà, avec la roulette cette fois-ci. Voilà, donc je cesse de suspendre l'enregistrement, je relance, voilà. Donc on voit bien que 10 ça ne suffit pas, donc on va pouvoir augmenter, c'est toujours pas là, c'est ici, donc à 15, là, 15, j'augmente à 15, et vous voyez que, eh bien, de nouveau, j'augmente la température, mais vous constatez qu'à un moment donné, eh bien, à un moment donné, ça ne suffira pas. Pourquoi? Toujours pareil, je vais arriver ici à une correction globale qui ne va pas suffire. Mais par contre, évidemment, avec un écart à ma consigne beaucoup plus faible, hein, à chaque fois, je me rapproche quand même de la bonne valeur. Hop là, j'attends que ça soit au max. Tac, voilà. Donc ici, je suis à 18,1 et ici, je suis à presque 17. Voilà, donc là, je suis entre 17 et 18, je vais être à 17,5 en moyenne. Je suis donc toujours pas à 20 degrés que je demande. Donc je relance l'enregistrement et je me dis, bah, c'est pas grave, on va augmenter KP. Toujours pas là, ici, tac, on va le mettre à 20. Je mets KP à 20, donc évidemment, hop, je vais de nouveau me rapprocher de ma consigne. Voilà, là j'en suis très proche, effectivement. Et là, hop, comme ici j'augmente la commande, et bien à un moment donné ça va avoir quand même une influence, hop. Donc je vais laisser une deuxième petite vague, hop, ça remonte, hop, ça redescend. Je vais suspendre pour voir au moment où ça remonte la valeur des deux, tac, voilà. Donc on a bien compris que ce serait entre, ici j'ai 18,8 et ici j'ai 17,6. Donc là je me rapprocherai d'une valeur moyenne qui va se rapprocher de ma consigne. Mais je constate que ça ne suffit toujours pas. Donc je vais passer à 25. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que je continue à osciller gentiment en dessous de ma consigne. Donc si je regarde les valeurs que cela donne, hop là, j'ai ici 18 degrés, j'ai ici presque 19 degrés, donc là je vais être à une température moyenne de 18,5 degrés, mais je n'aurai toujours pas ma consigne de 20 degrés. Et ben c'est pas grave, plein d'optimisme, j'augmente de nouveau KP, je le mets à 30, hop là, et on va voir ce qui se passe. Donc vous voyez qu'ici j'ai une augmentation de la valeur hein, de ma commande, et puis et ben là, je vais commencer à être content, je vais commencer à bien me rapprocher de ma consigne, donc je suis content. Par contre je descends dangereusement là quand même. Hop là, ça va continuer à monter gentiment. Et vous voyez que là je me suis de nouveau rapproché un peu plus que là. Bon, on se dit que ça va pas mal. Mais vous voyez que la pente ici elle est plus forte qu'avant. C'est bizarre, hein. La pente est plus forte qu'avant, et là vous voyez que à chaque fois, hop, ben là je suis à ma consigne, je suis content. Ah, je suis content, mais je descends encore plus violemment, et je descends à 17 degrés, donc c'est pire que tout à l'heure en fait. Hein. Alors là j'ai mis un gros coup de chauffage, et du coup ce qui va se passer c'est que je vais rentrer en oscillation, là je suis au-dessus de ma consigne.
Et vous voyez que donc il y a une valeur telle que pour Kp, qui est en fait très instable, c'est le début de l'instabilité. Là actuellement, mon Kp est tellement élevé que eh ben, mon système rentre en quelque sorte en oscillation, et plus ça va, plus ça monte ici. Et puis ici, je coupe le chauffage, enfin j'ai coupé le chauffage, donc là je le remets, et en fait je mets un grand coup de chauffage ici, j'ai presque saturé mon chauffage à 100, le coup d'après je pense que j'y serai, et hop, j'augmente de nouveau tellement mon chauffage ici, hop là, et là, clac, je descends, du coup, encore plus bas, puisque je l'ai coupé plus longtemps, le chauffage, et clac, je suis presque à 100, hein. Hop là, ça repart encore plus haut ici, hop là, ça décale là, vous voyez, je suis vraiment à l'air haut, et là, ça va tellement, j'ai tellement coupé le chauffage longtemps ici, que ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais carrément passer à 100, vous voyez, j'ai saturé ma commande, vous voyez que là, je suis dans un système complètement instable. Donc vous voyez que Kp c'est subtil. Soit il est trop faible et vous n'obtenez pas votre consigne, soit à un moment donné quand il est trop fort, et ben vous rentrez dans des systèmes où ça va osciller. Et donc c'est pas facile à gérer, quoi. Voilà. Alors on va faire une caricature, c'est-à-dire que je vais mettre Kp à une valeur absolument gigantesque, on va mettre une très très grande valeur, 100 ou 200, voilà. Et on va voir ce qui se passe. En fait, quand je suis à une valeur très très forte, ce qui se passe, c'est que j'ai comme une gestion en tout ou rien en fait. C'est-à-dire qu'ici, j'ai coupé complètement le chauffage, et puis là, clac, très très vite, je mets à fond le chauffage. Et là, vous allez voir que très très vite, je vais couper le chauffage. J'ai presque des verticales. Donc je me retrouve pratiquement avec une gestion en tout ou rien, qui du coup a toute la stabilité d'une gestion en tout ou rien. C'est logique, j'ai quelque chose de complètement instable. Surtout que je n'ai même pas prévu ici du coup d'hystérésis, comme nous l'avions vu pour le thermostat, et donc j'ai un système parfaitement instable. Donc on comprend bien pour les très grosses valeurs de Kp qu'on obtient ce résultat, mais en fait il y a bien forcément une valeur où on commence à obtenir ce résultat. Vous voyez qu'ici c'est autour de la trentaine. Voilà donc le fonctionnement de Kp, voilà donc des expériences que vous pouvez faire. Alors, une fois que vous avez fait ces expériences, vous fermez votre programme, hop là, et ici, si je prends le fichier fichier.csv et que je vais travailler avec ici Excel, enfin, LibreOffice, je vais pouvoir tracer du coup ces courbes et pouvoir donc les exploiter, voir un peu ce qui se passe. Je vous invite vivement à aller voir ce qui se passe. Insertion, diagramme, ligne, terminé. Voilà. Donc vous voyez ici, donc là j'ai les différents cas, hop là. Donc moi ce qui va m'intéresser ici, c'est alors est-ce que là j'ai l'intégrale, donc ok, donc ça m'intéresse pas, je supprime. Là j'ai l'intégrale, je supprime, voilà. Donc là je commence à avoir vraiment les courbes qui m'intéressent. Alors il y a un petit problème d'unité forcément, hein. Hop là, puisque là je vais de 100 à moins 100. Et donc on voit bien ici la température. Alors la commande à la limite on va la supprimer. Pas la commande pardon, ça c'est l'erreur. On va la supprimer. Hop là. Voilà. Et là on a donc la température. Donc la température on voit bien que soit j'ai des paliers en dessous ici de ma consigne. D'accord. Donc là à chaque fois je suis en dessous. Et puis à un moment donné je rentre dans un système instable où je passe dessus. Et là j'ai plus du coup les valeurs des différents voilà. Donc, ça vous permet de bien visualiser, de bien comprendre. Vous pouvez le faire sur des courbes séparées, hein, avec différents fichiers. Voilà. Je reviens à mon programme. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'utiliser la méthode que je vous donne pour trouver Kp. Pour trouver Kp, la méthode que je vous préconise, c'est qu'on va forcer d'abord une valeur pour la commande. Donc, c'est à forçage qu'il faut écrire. Donc, si forçage en fait est supérieur à 0, eh bien c'est la valeur fixée pour la commande. Donc on va mettre par exemple, allez on va mettre 4 heures. Voilà.
je mets 80 pour le forçage. Et puis après, je veux tracer une jolie courbe, moi, un truc facilement exploitable. Donc j'appuie sur la lettre C du clavier. Et là, à ce moment-là, j'ai fait en sorte qu'au démarrage, tout soit stable. Et j'obtiens une jolie courbe qui est la courbe de la réponse à l'échelon. Donc si ma commande est de 80, j'obtiens la même courbe, enfin une courbe qui ressemble furieusement à celle que nous avions déjà traitée pour la maquette. Donc là, je la laisse se calculer, et surtout ce que je laisse faire, c'est que je laisse la température se stabiliser. Il faut que ce soit ici, il faut que ça arrête de bouger tout le temps, quoi. Voilà. Alors là, vous voyez, je suis au centième, hein, donc dixième, centième, millième même. Donc voilà, 49, 49,16, 49,7, 49,8, 49,9, 50. Voilà, bon, là on voit qu'on est à peu près stable, hein, on continue à augmenter, mais bon, gentiment. On va le laisser aller jusqu'à 51. On va considérer qu'on va être bon. Vous voyez qu'il ralentit, hein, plus ça va, plus c'est stable. Alors peut-être qu'il va même pas atteindre 51. Voilà, donc là il est parfaitement... On va dire que là c'est stable, on est content. On arrête le programme. On se retrouve avec une mise à jour du fichier.csv. On ouvre le fichier avec l'équivalent d'Excel. On a ici le point virgule comme séparateur, donc tout est prêt. On se met ici et on insère des courbes. Un tracé de courbe. Hop là, ligne. Hop là, terminé. Et donc, vous voyez que c'est sur ce schéma-là qu'il va falloir que vous fassiez votre calcul. Alors pour faire ce calcul, il va falloir que vous traciez des droites. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc simple, je vais faire imprime écran. Je vais lancer ici, parce que c'est l'autre moyen par rapport à ce que je vous ai montré l'autre jour, je vais lancer ici, dans les accessoires Windows, par exemple, on va prendre un truc très simple, Paint. On fait CTRL-V. Et là, on n'a plus qu'à tracer quelques droites. Alors, hop là, première droite, on va chercher la tangente ici. Tac. Tac, là je suis pas mal. Donc on va la mettre un peu plus fine quand même. Voilà. Donc là je suis pas... Voilà. Ça va être mieux comme ça. Voilà, là je suis bien. Là j'ai la tangente effectivement. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est la valeur horizontale ici. Donc, hop là, je me mets là, je trace là. Hop là. Ce qui va m'intéresser, c'est la température de départ. Donc ça, je pourrais aller chercher dans le fichier, hein, pour avoir un truc bien net. Voilà. Donc là, je suis pas très bon. Il faut que je descende un peu. Ouais, on va dire qu'on est pas mal là. Tac. Et après, ce qui va m'intéresser, c'est deux temps. Donc je vais avoir ici un temps qui est le temps mort. Donc le temps mort, c'est le temps entre ce point-là et ce temps-là. Et ici, je vais avoir le temps de monter. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser en fait, c'est ici, il va falloir créer une échelle, d'accord? Donc le plus simple, c'est de se dire que vous prenez votre règle, hein, vous pouvez mesurer sur votre écran, vous dites entre ce point-là et ce point-là, j'ai tant de centimètres, entre ce point-là et j'ai la valeur, vous allez chercher la valeur que vous avez tout en bas, donc vous avez en nombre de lignes, ici, hop là, tac, vous avez 2330 mesures, donc vous considérez 2330 mesures, d'accord? Vous mesurez ici
Donc vous obtenez une échelle. Pardon, hop là. Vous mesurez ici, vous obtenez votre échelle. Après vous dites, là j'ai tant de mesures, là j'ai tant de mesures. Sachant que chaque mesure a un certain délai, d'accord? Et je rappelle que ce délai vous est donné par delta t dans votre interface au niveau de votre programme, et bien vous êtes capable d'évaluer ce temps-là et d'évaluer ce temps-là. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les différents calculs que vous aviez fait l'autre jour. Et donc, vous allez pouvoir ainsi me déterminer convenablement la valeur de votre qu'il faut donner pour KP, TI et TD. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à rentrer vos valeurs dans le programme et à ce moment-là, vous serez en mesure de réguler convenablement le système. Alors, je vous ai fait l'autre jour des valeurs avec 30, 30 et 10, je crois. Ça fonctionne à peu près, mais ce n'est pas ces valeurs-là que vous êtes censé trouver. C'est des valeurs qui fonctionnent aussi parce que vous allez voir qu'après, en fait, les gars, ils manipulent un peu pour augmenter la vitesse, donc voilà, mais pour éviter par exemple les dépassements. Voilà. Donc on réduit à ce moment-là le KP, par exemple. Voilà. Donc il va falloir que vous travailliez un peu, que vous fassiez des tests là-dessus. Donc là, j'arrête, je relance et je vous montre où est le delta T. Le delta T, il est ici. Donc vous considérez qu'entre deux valeurs, vous avez ici un quart de seconde. Si votre ordinateur tourne plus vite que le mien, peut-être que vous aurez moins ici. De la même façon, si votre ordinateur est plus lent que le mien, vous aurez peut-être plus ici. De toute façon, vous prenez bien la valeur qui est là fois le nombre de mesures. Voilà le travail que vous avez à faire et je vérifierai que ce soit fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon travail à vous.